Il y a quelque chose de curieux, c'est que en interrogeant des centaines de dirigeants sur leur RSE, des dirigeants de PME ou alors des responsables RSE même de plus grands groupes, on se retrouve face à parfois la question du sens de la RSE. Parfois, on a presque l'impression d'avoir été trompé entre la promesse de la RSE et ce qu'on fait réellement. Et c'est assez drôle parce qu'on a essayé de réfléchir pourquoi est-ce qu'on en arrive là. Et donc on a essayé d'analyser ce phénomène-là qui dépasse la RSE, hein, qui semble être une problématique plus grande encore dans les entreprises, cette quête de sens permanente. Mais dans cette promesse de la RSE qui est là pour donner du sens, on s'est dit mais pourquoi est-ce qu'il y a quand même cette discussion-là, et pourquoi est-ce qu'il y a ce manque de confiance parfois vis-à-vis de la RSE. Et donc en fait, en creusant et en investiguant un petit peu plus, on s'est rendu compte qu'il n'existait pas une RSE, mais il existe en fait deux RSE. On a une RSE à impact et on a une RSE conformiste. Alors, on va analyser ce que c'est que les RSE à impact et la RSE conformiste, et on va beaucoup s'intéresser ici à la RSE à impact. D'ailleurs, on va se poser la question de comment est-ce qu'on crée une stratégie RSE à impact en réfléchissant sous l'angle de l'action. Parce que finalement, c'est là qu'est la clé, c'est quelles sont les actions que mon entreprise entreprend pour avoir une durabilité à la fois forte en interne comme en externe. Et donc, on va réfléchir en termes d'action, plus que de conformisme pour le coup. On va évaluer l'impact d'une action, on va évaluer sa simplicité, on va évaluer son potentiel de façon à pouvoir, comme ça, élaborer sa stratégie RSE à impact. On verra également ce que propose Etcho. Ce qui est intéressant avec cette méthodologie, elle va surtout intéresser pour le coup des dirigeants d'entreprises ou des groupes qui ont été formés dans les entreprises RSE, qui n'ont pas forcément d'obligation légale, parce que ceux qui ont une obligation légale, c'est vrai, qui se tournent beaucoup vers tout ce qui est les normes, et c'est tout à fait normal. Là, on va vraiment s'intéresser à l'impact. Ensuite, on verra comment est-ce qu'on peut relier les deux, effectivement. Euh, Ce qui est intéressant également avec cette méthodologie, c'est qu'elle peut vous servir peu importe votre métier. C'est-à-dire que c'est une méthodologie sur laquelle on va s'intéresser pour la RSE et pour monter une stratégie RSE, mais en fait, vous allez voir, vous pouvez l'appliquer à d'autres types de stratégies que vous devez intégrer dans votre entreprise, parce qu'on va partir du constat qu'une stratégie, c'est tout simplement prioriser les actions pour arriver à un résultat donné. Alors pour commencer, voyons ce que c'est que la RSE conformiste. La RSE conformiste, elle a pour cœur et pour centre de tourner autour de la conformité, donc de ce que demande la plupart du temps l'État. Le mot en ce moment que tout le monde a sur le bout de la langue, c'est la CSRD. Euh, Pourquoi? Tout simplement parce que de plus en plus d'entreprises ont une obligation de créer ce fameux rapport CSRD. D'ailleurs, même ceux qui n'ont pas d'obligation vont forcément, par cascade, devoir également s'y mettre, en tout cas proposer une stratégie RSE bien structurée, étant donné que la plupart des entreprises qui ont cette obligation de CSRD vont devoir demander tout simplement à leurs fournisseurs également des comptes sur la RSE. Donc vous allez le voir de plus en plus, par exemple dans les appels d'offres, en tout cas pour tous ceux qui travaillent en B2B, on va vous poser des questions et des points seront importants sur ce volet-là. Donc conformité, on va parler d'obligation. On retrouve souvent la labellisation aussi. Donc les retours d'expérience qu'on a sur les labellisations, c'est que c'est beaucoup finalement de mise en forme, de choses qui sont faites dans l'entreprise. Donc ça va être assez structurant. Ça reste une photo, un instant T, de montrer qu'on a bien mis en place des choses qui sont demandées. C'est là où également on va retrouver tout ce qui est lié au référentiel. Donc on peut réfléchir bien sûr à l'ISO 26000, aux ODD, aux objectifs de développement durable des Nations Unies, et tous les référentiels que nous sont proposés autour de la RSE. On fait souvent de la conformité pour réduire les risques légaux, c'est-à-dire éviter un maximum les amendes pour les entreprises. Une des problématiques qu'on retrouve par rapport à comment est vécue cette RSE au niveau des équipes, c'est qu'elles sont souvent mises comme une fonction support et pas très bien intégrées dans le cœur de métier. Alors c'est bien sûr, je grossis les traits, hein, c'est pas toutes les entreprises comme ça, mais la plus grande majorité, on va retrouver ce sentiment-là. Effectivement, je suis responsable RSE, j'ai une équipe RSE, je suis la force RSE de l'entreprise.
je fais surtout une approche conformité, je dois communiquer avec les autres parties prenantes de mon entreprise. Néanmoins, on me considère quand même comme une fonction support et pas si centrale que ça. Donc souvent, on se retrouve avec des limitations de budget et une tâche gigantesque qui est pas, à notre avis, valorisée à la hauteur de ce qu'elle pourrait, de ce qu'elle pourrait être. Puis ensuite, on va voir la RSE à impact. Alors la RSE impact, là, on va réfléchir à la RSE avec pour centre et pour cœur l'entreprise. C'est-à-dire que c'est une RSE qui va tourner autour de l'entreprise et non pas autour de la conformité. Et donc dedans, on va trouver différents leviers. Des leviers de croissance. Alors ces leviers de croissance-là, on va pouvoir les voir par exemple sur le fait qu'un produit RSE va attirer des nouveaux consommateurs. Ça va permettre d'arriver sur de nouveaux marchés. Ça va permettre de gagner d'autres appels d'offres. Sur l'économie. Effectivement, parce qu'une entreprise qui intègre de la RSE, on va lui demander finalement de faire autant, voire plus, avec moins de moyens. Donc forcément, elle a un levier d'économie intéressant. On va également voir tout ce qui est attraction et pas seulement l'attraction, mais également la rétention des talents. Ça, c'est super important. C'est comment est-ce que je crée un espace tellement bon pour mes employés que finalement ils y restent et en y restant, ils arrivent à développer une expertise que mes concurrents ne pourront jamais avoir. Donc effectivement, ça fait du bien à la fois pour les employés qui travaillent dans une atmosphère qui donne envie d'y donner de l'énergie et en même temps, ça crée un avantage concurrentiel pour l'entreprise. Ça va de pair avec la réputation. Donc la réputation, c'est comment est-ce que l'image de l'entreprise va rayonner sur son marché et également à travers les clients, tout comme la marque employeur pour attirer et fidéliser les meilleurs talents. Alors la réputation, c'est une valeur de marque incroyable, hein. Il y a des marques, vous pouvez penser à une marque que vous aimez. Ce qui est intéressant autour d'elle, c'est la valeur de marque, c'est l'image, presque le côté émotionnel que vous avez lorsque vous pensez à cette marque-là. Et le contraire est vrai aussi, c'est-à-dire qu'une entreprise aujourd'hui qui ne va pas être éthique, pour le coup, elle peut avoir une mauvaise réputation. Donc il y a une maîtrise de la réputation avec la RSE à impact. On retrouve la RSE à impact dans le cœur de métier de l'entreprise. Donc là, on va surtout avoir des dirigeants qui se sont intéressés à la RSE et se sont dit comment est-ce que je fais pour intégrer les principes clés de la RSE dans chacun des métiers de mon entreprise, non pas comme une fonction support de conformité, mais vraiment partout et à chaque mouvement, de façon à faire d'une pierre deux coups, c'est-à-dire d'un côté de pouvoir avoir une entreprise performante de façon durable et éthique, et en même temps de pouvoir communiquer dessus à l'extérieur, même être référent, pouvoir briller à travers ces actions-là, par différents biais. Alors ça peut être bien sûr les réseaux sociaux, les vidéos, mais également tout simplement les clients et les employés qui se sentent bien avec ces entreprises, donc qui rayonnent, et comme ça qui vont parler justement d'une entreprise qui leur tient à cœur. Et souvent, pour faire tout ça, on va devoir faire appel à l'innovation. C'est-à-dire qu'à un moment, pour faire de la RSE un impact, on doit prendre un petit peu de recul sur son entreprise, réfléchir les choses différemment et pouvoir apporter une innovation, que ce soit une innovation de moyens techniques ou une innovation de process intéressante. Donc là, on va surtout s'intéresser à la RSE à impact. Alors, pour s'intéresser à la RSE à impact, on vous propose une méthodologie en 3 points. Alors encore une fois, la RSE à impact, c'est une RSE sans obligation légale. Mais elle traduit une volonté d'amener son entreprise à un stade supérieur de la performance et de la durabilité. Donc là, on ne va pas parler de conformité, on va vraiment se dire, tiens, quelles sont les actions, quelle est ma stratégie que je peux mettre en place pour avoir de l'impact. Et là, on va déjà commencer par lister chacune des actions. Ça, c'est la première chose qu'on va faire. On va lister chacune des actions. Alors, ces idées d'actions, ça peut être intéressant de les avoir aussi bien en interne, c'est-à-dire que vous pouvez faire des workshops. Vous allez vous rendre compte que vous avez beaucoup d'employés
qui ont déjà des idées. Vous pouvez observer autour également les entreprises qui communiquent sur leurs actions RSE pour vous inspirer. Vous pouvez aller voir les objectifs de développement durable des Nations Unies. Vous pouvez aller jusqu'à la norme ISO 26000 qui est aussi assez inspirante. Ou alors vous pouvez aussi nous contacter. Nous, on a des listes d'actions également qu'on vous offre avec plaisir d'ailleurs si vous nous contactez et qu'on fait connaissance. Alors, à partir de cette liste d'actions-là, on va prendre chacune des actions et on va passer les actions à travers de 3 filtres. Ces 3 filtres, c'est cela, c'est le filtre d'impact, le filtre de simplicité, le filtre de potentiel qu'on va détailler par la suite. Et le fait de passer ces actions-là sur ces 3 filtres-là, ça va nous donner quelles sont les meilleures actions RSE que je peux avoir pour mon entreprise et qui va avoir un impact pour celle-ci, qui va être un vrai levier pour mon entreprise. Et comme ça, pouvoir organiser sa stratégie. Alors, le premier filtre, c'est le filtre d'impact. Quel est l'impact d'une action? En fait, c'est assez simple. Vous regardez une action et vous allez vous poser 3 questions. La première, c'est « Cela me permet-il d'avoir plus de clients ?» Est-ce que c'est une action qui permet tout simplement de pouvoir vendre plus, d'être plus utile à plus de prospects, à plus de clients. Ensuite, c'est « Cela permet-il que chaque client me rapporte plus ?» C'est-à-dire, est-ce que l'action que je vais mener va offrir une valeur ajoutée en plus à mon client que celui-ci attend et est prêt à me signifier pour le coup son attente vis-à-vis de ça en payant plus ou en restant plus longtemps ou en me recommandant pour le coup à d'autres personnes. La troisième question, c'est « Cela me permet-il que le business continue ?» Donc là, on va plutôt parler de la gestion des risques. Par exemple, en gestion des risques en ce moment, même si vous êtes une entreprise qui n'a pas d'obligation légale de RSE, vous êtes une entreprise qui va assez rapidement se retrouver dans un étau si vous ne commencez pas déjà à le sentir, parce que vous allez avoir une population, notamment chez les millénials, de plus en plus engagés, qui vont vous demander des comptes. Donc on va dire, ça va être plutôt une demande en interne et une demande marché externe qui est liée notamment à la conformité, qui va vous dire moi je dois travailler avec des fournisseurs qui intègrent également le RSE. Toi, qu'est-ce que tu fais? Donc pour entrer dans cette économie moderne et pas se retrouver en étau mais pouvoir apporter des réponses, le fait d'intégrer la RSE effectivement fait partie de la gestion des risques aujourd'hui pour un dirigeant. Alors certaines actions peuvent avoir 3 points et d'autres moins. Donc en fait l'idée est très simple, vous regardez chaque action, vous vous posez ces 3 questions-là et bien sûr plus l'action a de points, plus elle a d'impact. Donc vous allez calculer comme ça l'impact d'une action pour le bien de l'entreprise. Ensuite, la seconde étape, le second filtre, c'est de pouvoir évaluer la simplicité d'une action. Et donc pour évaluer la simplicité d'une action, c'est hyper simple. On va juste poser les actions dans un tableau et on va répondre à 3 questions. Quoi? Quelle est cette action? Qui peut le faire chez moi? Et comment est-ce qu'il peut le faire? Et donc à partir de là, on va pouvoir donner un score de simplicité. Donc là par exemple sur ce tableau, c'est un exemple, mais on a une échelle qui va jusqu'à 5. Vous pouvez donner l'échelle qui vous correspond. Vous comprenez l'idée, c'est à partir du moment où je me suis posé sur le côté exécution de l'action, je vais pouvoir me poser tout simplement la question de la simplicité ou même de la réalité. Est-ce que je suis en capacité de le faire? Donc ça dépend beaucoup aussi de votre maturité, de vos ressources. C'est pour ça que c'est une méthodologie qui est très intéressante parce qu'elle vous demande de réfléchir avec des modèles mentaux très simples à ce que c'est qu'une action qui a un impact et une action qui a une simplicité. Et ensuite, une fois qu'on a ce score-là, on va pouvoir lui ajouter un potentiel. Alors le potentiel, c'est quoi? C'est comme un multiplicateur. Maintenant qu'on a un score de impact et on a un score de simplicité, on se pose tout simplement la question, est-ce qu'il y en a pas qui seraient encore plus fortes que d'autres? Et effectivement, il y a un modèle mental très simple, c'est de se poser la question, d'abord, est-ce que cette action est déjà existante? Est-ce qu'il faut en faire plus? Alors ça, c'est le potentiel maximum, c'est le coefficient multiplicateur maximum, là on l'a fait x3, tout simplement parce qu'on est en train de se dire, c'est génial, cette action, on sait déjà la faire,
il n'y a qu'à en faire plus. La deuxième, elle est déjà existante, mais il faut mieux la faire. Donc là, c'est un coefficient 2, c'est-à-dire qu'il va falloir quand même qu'on réfléchisse à cette action. On sait qu'on l'a fait, mais on ne la fait pas très bien, et il faudrait quand même l'améliorer. Et si on arrive à l'améliorer, effectivement, on a un coefficient supplémentaire. Contrairement au troisième filtre, pour le coup, du potentiel, elle est inexistante. Mince, c'est une action à laquelle on a pensé, mais on ne la fait absolument pas et il faut la commencer. Donc là, ça va demander plus d'efforts à l'entreprise pour pouvoir commencer cette action-là. Il va y avoir plus de temps de recherche, de développement, de tests, d'essais pour pouvoir déjà la faire, puis la faire mieux. Et donc, l'idée, c'est vraiment de pouvoir suivre ces actions selon ce schéma-là. D'abord, on en fait plus. Ensuite, on fait mieux. Et ensuite, on fait quelque chose de nouveau. Une fois qu'on a ça, donc on a notre score d'impact et notre score de simplicité. Bah, très simple, maintenant, on organise ces actions-là sur un graphe. Donc, cette action-là, celle qui est en 1 ici, elle a un impact pas terrible, simplicité pas terrible, donc on se rend vite compte que finalement, si on la mettait en priorité dans notre stratégie RSE, on va galérer pour le coup à mettre en place notre stratégie RSE. Alors que celle-ci, totalement à l'opposé, la 4, on a une simplicité élevée, un impact élevé, donc on se rend bien compte que tout ce qui est le plus proche du coin supérieur droit de notre graphique, ce sont les actions qu'il faut prioriser en premier. Et donc comme ça, en priorisant ces actions, on crée sa stratégie RSE à impact. C'est aussi simple que ça. Et vous voyez aussi que cette méthodologie, cette façon de penser, va vous permettre de pouvoir réutiliser, de la réemployer pour la RSE, mais également sur d'autres sujets que vous auriez en interne en général. Alors, on voit bien qu'on s'est intéressé là surtout à la RSE à impact. La RSE conformiste est également très importante. Elle nous propose des référentiels également qui nous permettent tous de parler la même langue. Donc c'est important de pouvoir unir les deux. C'est compliqué d'unir les deux, notamment avec la conformité parce qu'il y a énormément d'informations. C'est pour ça que le logiciel Echo, pour le coup, va proposer cette fois une technologie et une méthodologie qui permet de faire les deux, impact et conformité. Donc pour faire de l'impact et de la conformité en même temps, il a fallu qu'on s'intéresse d'abord à la RSE à impact et ensuite qu'on vienne l'organiser de façon conformiste pour le coup. Alors comment est-ce qu'on fait ça? C'est assez simple. Alors c'est assez simple, on a quand même passé pas mal de temps en R&D avec deux docteurs. Un qui est spécialisé en nouvelles technologies et il est docteur en intelligence artificielle notamment. Et un autre qui est spécialisé en RSE et docteur donc en développement durable. Et donc pour le coup, on va s'intéresser d'abord à l'entreprise parce qu'on veut que chacune des actions RSE que l'entreprise va mettre en place puisse aider sa performance. Donc on va mettre en lumière d'abord tous les processus qui sont optimisés dans l'entreprise pour plus de performance. Et c'est seulement dans un second temps, une fois qu'on a ces problématiques-là et qu'on a remonté ces priorités-là, qu'on peut matcher avec des actions qui, elles, nous sont directement inspirées de tout le cadre normatif de la RSE. Une fois qu'on a fait ce travail-là, c'est très simple pour nous de vous proposer un plan d'action. Donc le plan d'action, on ne va pas juste vous dire il faut faire mieux sur l'efficacité des clients. Non, non, on va vraiment vous proposer action par action avec des tutoriaux, des boîtes à outils qui vous permettent de pré-mâcher tout ça et de passer très vite à l'exécution. Donc ça c'est vraiment le cœur de notre métier, c'est vous inciter à passer à l'action avec des actions qui sont faisables, qui ont de l'impact pour votre entreprise et qui ont sens par rapport à votre degré de maturité et vos ressources. Et ensuite, c'est le logiciel. Et alors on a quand même de la revue qualité humaine, mais qui va mettre en place tout ce que vous avez fait. Toutes les données que vous avez pu rentrer en musique avec la fameuse CRCRD de façon à ce que votre rapport soit conforme à ce qui est demandé aujourd'hui par les instances de gouvernance.
Si vous voulez en savoir plus, avec grand plaisir, le logiciel s'appelle Hecho, en espagnol ça veut dire fait, donc c'est vraiment vous inciter à l'action, que la RSE soit à la fois impact et soit organisée ensuite en RSE conformiste. Act with Facts, c'est notre entreprise. Et donc le logiciel pour optimiser ses performances tout en faisant du bien à la planète, je vous propose tout simplement de demander une démo et avec grand plaisir pour vous montrer tout ça. Excellente journée, à bientôt.